Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot, Jean-Philippe Marceau et aujourd'hui aussi avec Jean Gélias, que vous avez sûrement déjà vu. Ça fait quelques fois qu'il est sur la chaîne en français, puis il contribue des articles en français de temps en temps. Puis aussi, maintenant, il habite à Québec, fait qu'en fait, on se voit souvent. Puis justement, j'avais envie de l'amener aujourd'hui pour parler de libre arbitre avec Jonathan. Jonathan, tu as sorti une vidéo là-dessus en anglais il y a quelques mois. Puis moi puis Georges, on en a parlé récemment avec d'autres personnes. Fait que j'avais envie de couvrir ça. Entre autres parce que tu parles de la volonté gnomique. C'est un concept que j'avais pas entendu avant que tu en parles dans ton vidéo. Puis depuis ce temps-là, on dirait que j'ai vraiment comme la pyramide dans la tête là, avec la volonté gnomique versus la volonté vers le bien. Puis je trouverais ça utile d'en parler parce que j'avais pas entendu ça. Puis je trouve ça utile en général sur les débats autour du libre arbitre. Peut-être je peux présenter la théorie de base. Dans le fond, la théorie vient de Saint Maxime le Confesseur. Euh, Puis ce qu'il fait, c'est qu'il différencie deux formes de liberté. Puis c'est surtout la raison pour laquelle j'en ai parlé, c'est surtout parce que il y a eu beaucoup de discussions dans les dernières décennies sur la notion du libre arbitre, si oui ou non l'être humain a un libre arbitre. Puis il y a toutes sortes d'arguments philosophiques et aussi même, on pourrait dire biologiques, tu sais, par rapport à la façon dont le cerveau fonctionne et tout, qui ont amené plusieurs penseurs à dire que la liberté n'existe pas parce que à cause qu'elle est préconditionnée, par notre nature, on pourrait dire la nature humaine, qu'elle est préconditionnée par le contexte, c'est-à-dire c'est le contexte aussi qui discerne la liberté. Puis trois aussi souvent parce que on a des processus mentaux qu'on connaît pas et donc notre illusion, le fait qu'on choisit quelque chose, en fait, c'est une illusion qui est comme un épiphénomène qui cache ou qui est comme par-dessus des processus inconscients qui, en fait, sont les vrais moteurs de choix, là. Euh, Puis dans le fond, la réponse à laquelle que je voulais apporter, c'est que la réponse de Saint-Maxime nous semble être une bonne réponse à la question de liberté. C'est que il distingue ce qu'on appelle la liberté nomique de la liberté naturelle. C'est-à-dire la liberté nomique, c'est la capacité de choisir. Donc, tu sais, disons, l'exemple que je donne souvent, c'est que tu es dans une pharmacie, tu as plusieurs pâtes à dents, tu dois choisir une pâte à dents. Mais non seulement ça, mais aussi l'idée de choisir entre deux actions. Tu sais, que tu as deux actions possibles devant toi, puis là, tu choisis une ou tu choisis l'autre. Et ce qui est intéressant avec Saint-Maxime, c'est qu'il dit que cette sorte de choix-là, en fait, c'est une liberté qui est due à la chute qui reconnaît qu'en fait, c'est une liberté qui n'est pas la vraie liberté. C'est une liberté qui est conditionnée par les caractéristiques de la chute, puis qui est souvent qui est limitée, disons, dans, dans sa notion, dans sa liberté, là, qui n'est pas vraiment une vraie liberté. Puis il distingue ça de la liberté naturelle, ce qui est à dire la capacité que l'être humain a d'aller vers le bien. Et donc, ça change notre perspective sur la liberté. C'est-à-dire, au lieu de concevoir la liberté comme la possibilité de choisir entre plusieurs choix, c'est la liberté dans le sens d'être non conditionné par on pourrait dire, par les conditions qui sont plus basses. C'est-à-dire, l'exemple que j'utilise, c'est que quand tu apprends quelque chose, au début, tu es un peu un esclave des processus. C'est-à-dire que tu apprends à jouer au baseball, mais au début, tu es très conscient des règles, très conscient des éléments, tu sais, puis là, tu te sens un peu prisonnier des contraintes. Mais une fois que tu maîtrises le sport, ben à ce moment-là, tu es comme libéré des règles parce qu'elles sont implicites dans ta capacité d'agir vers le bien qui est le sport lui-même. Puis lui, il dit c'est ça la vraie liberté, en fait. Et donc, la façon dont il parle de Dieu, c'est que Dieu n'a pas de différence. Il n'y a pas de liberté nomique, en fait, Dieu. Dieu, toutes ses actions sont libres en soi. Ils ne sont pas délibérés. Il n'y a pas de délibération en Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'il fait est libre et non contraint par la création et donc est une action directe. Puis lui, c'est ça qu'il voit comme étant la liberté. C'est-à-dire que quand on agit avec la vraie liberté, il n'y a pas de délibération. On agit tout simplement vers le bien. Puis on se pose même pas la question de qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qui se passe devant moi. Puis je trouvais que c'est une vision intéressante euh, parce que ça change le cadre de ce qu'on conçoit comme étant la liberté. Puis même si au niveau en bas, tu sais, qu'on a comme on lutte dans la liberté nomique, on peut comprendre quand on réussit à maîtriser quelque chose, comment qu'on est libéré
des contraintes, puis comment qu'on peut comprendre la liberté dans cette vision-là plutôt que comme une sorte de possibilité d'un être là, de ne pas avoir de contraintes puis de simplement choisir là, dans ce qu'il veut. Là. On ne sait même pas ce que ça veut. Moi, au niveau de voir ça comme la liberté, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça voudrait dire de choisir ce que tu veux, comme si ta volonté n'est pas contrainte par toutes sortes de désirs et toutes sortes de choses. Là. Fait que c'est ça. C'est peut-être une présentation simple du concept. Ouais, parfait. Ben, on va poser plus de questions, là. Une question déjà que j'ai pour commencer, puis je pense que plusieurs personnes se demanderaient ça. Disons que on met de côté la volonté gnomique, puis on parle de la volonté naturelle qui va vers le bien. Il n'y aura pas des situations où il y a plusieurs biens entre lesquels il faut quand même délibérer? Oui, ben, je pense que, c'est-à-dire, c'est comme un entraînement, tu sais. C'est comme ça, je pense que Saint-Maxime le voit, puis c'est comme ça, je pense, la meilleure façon de le comprendre, c'est que, c'est-à-dire, dans le fond, ce que tu es constamment en train de faire, c'est de t'entraîner à voir lequel est le bien le plus grand, ou c'est ce qui sert le bien le plus grand, puis que c'est un processus d'apprentissage. Puis plus que tu deviens on pourrait dire plus que tu deviens un expert dans ce type d'action-là, bien, plus que ça devient évident. Puis aussi, lui, il voit ça aussi, tu sais, comme tous les pères ascétiques, c'est-à-dire qu'il voit ça aussi comme un entraînement intérieur. C'est-à-dire, il y a un aspect aussi, il y a un aspect éthique, mais au plus profond de soi, c'est pas vraiment une question éthique, c'est plus une question mystique où l'être humain aussi arrive à contraindre ses pensées, à contraindre ses désirs, à maîtriser tous les genres de force en lui. Puis quand tu réussis à faire ça, ben le chemin devant toi devient clair. Tu sais, qu'il y a une sorte de clarté qui apparaît au moment où tu réussis à restreindre aussi toutes ces forces-là en toi. Là. Donc, est-ce que ça implique que, par volonté naturelle, si on était justement pas contraint par la chute à devoir délibérer parmi plusieurs choses, on voudrait toujours la meilleure chose. On verrait toujours c'est quoi le plus grand bien, puis on irait naturellement toujours vers le plus grand bien. Oui, mais oui, c'est ça, c'est qu'on agirait. Ben, c'est pas juste aussi une question de bien, des fois, au niveau moral, mais c'est aussi l'idée de dire d'agir de façon appropriée, tu sais. Et, tu sais, parce que si t'es pas, si t'es disons que t'as pas des pensées ou des désirs ou t'es pas jaloux, t'as pas toutes ces choses-là à l'intérieur de toi, euh, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas agir de façon appropriée pour les choses appropriées. Puis tu vas aussi mettre le montant d'attention et d'intention nécessaire. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu coupes des patates, tu sais, je veux dire, tu vas couper des patates au niveau que tu devrais couper des patates. Tu sais, tu vas pas, ça va pas te frustrer, ça va pas te faire penser que je devrais être en train de faire d'autres choses, je perds mon temps. Toutes ces affaires-là, tu sais, qui se passent en nous. Tu sais, quand c'est au moment d'agir, ben, tu vas agir dans le bien que tu agis, au niveau d'agir, puis tu continues, puis tu es toujours, t'es toujours capable de reconnaître le geste approprié au moment approprié. Là. Tu sais, le pire, c'est que des fois, tu rencontres des gens qui sont un peu. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui ont plus. On dirait qu'ils sont plus un peu comme ça. Là. Tu sais, puis tu sens qu'il y a comme une sorte de. Que la vie est naturelle. Là. Tu sais, qu'il y a moins de souffrance dans le sens qu'il y a moins de. Il y a moins de friction dans leur vie puis dans leurs actions, tu sais. Ouais. À partir de l'exemple sportif, là, j'aurais envie d'essayer d'expliquer disons, comment ça grossit à d'autres échelles parce que, disons, ayant montré ce genre d'idée-là à certaines personnes, des fois, ils trouvent pas ça évident à première vue. Disons, pour quelqu'un, je pense, qui est habitué de parler de symbolisme puis qui comprend l'application fractale à plein niveau, ça peut être évident, là, mais tu sais, comment est-ce que tu vois que, mettons, d'acquérir de la même façon qu'on acquiert la liberté en développant des vertus dans un certain sport, ça va finir par s'imbriquer, disons, de niveau en niveau à toute l'échelle de notre vie, là, incluant l'échelle morale. Non, mais je veux dire, c'est la discipline. Tu sais, c'est des, donc, c'est sûr qu'un sport, c'est très limité là, dans ce que c'est. Là. Mais, mais la notion dans le sport de discipliner tes actions,
Parce que dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois cette vision-là de la liberté, que tu réalises, c'est qu'en fait, la liberté et la discipline sont reliées ensemble. Parce qu'on a tendance à penser de la liberté seulement comme je dois me libérer des contraintes, des lois, des règles et tout. Tandis que cette vision-là de la liberté, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, non, au contraire, si tu te soumets de la bonne façon aux lois, aux règles, aux disciplines, à un moment donné, ces disciplines-là deviennent naturelles. Puis là, elles s'étendent. Fait que, disons, si on prend l'idée de travailler dans un sport, on le voit, les gens, c'est intéressant parce que c'est intéressant de réaliser, par exemple, que beaucoup de gens qui se sont intéressés aux arts martiaux, là, disons, dans les derniers 15 ans, là, qu'il y a une prépondérance de ce genre de personnes-là qui ont compris c'était quoi la crise de sens. Parce que, à cause qu'ils essayent de discipliner leur corps, puis dans un conflit direct avec une autre personne, ils réalisent, disons, toutes les faiblesses de l'être humain, toutes les faiblesses et psychologiques et physiques et qu'est-ce que ça fait quand tu réussis à maîtriser un art puis de bouger vers le sens. Puis je pense que ça peut être transposé sur d'autres sports, mais c'est sûr que ultimement, le sport, c'est quand même un détail là, au niveau de la vie. Dans la vie de tous les jours, ben, là, c'est plus. Disons que c'est plus gros, là. C'est plus gros, puis c'est plus organique, puis c'est plus difficile. Là. C'est plus difficile de maîtriser ta jalousie que d'apprendre à jouer au basketball. Là. Je pense que, ma question n'était pas tout à fait claire. Là. Mettons, une des choses où je voulais m'en aller, disons, c'était que dans le sport, on peut voir comment, disons, le bien, c'est pas quelque chose qui est subjectif, puis c'est pas non plus quelque chose qui est objectif comme dans le sens de complètement externe à nous qu'on pourrait déduire mathématiquement Ouais. puis que c'est fini. Là. C'est, disons, si tu veux devenir bon dans un sport, tu mentionnais les arts martiaux, là, c'est une chose qui me vient toujours en tête. Là, mettons, si tu veux devenir bon en jiu-jitsu brésilien, au début, tu sais, au niveau de la vérité, au niveau de la liberté nomique, disons, là, tu sais, c'est pas comme s'il y avait quelque chose physiquement qui t'empêchait de faire les mouvements que tu veux faire. Là. C'est-à-dire, versus quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Là. Quelqu'un peut avoir exactement le même corps que toi, le même adversaire que toi, mais parce qu'il sait quel déplacement à faire, il va réussir à battre ton adversaire versus toi, tu sais rien, puis tu seras pas capable de le faire. Puis c'est pas comme si tu avais des contraintes extérieures spéciales que lui a pas. Là. C'est juste, tu sais pas quoi faire. T'as pas acquis les vertus pour savoir comment te déplacer pour réussir à atteindre certains objectifs. Tu vois même pas vraiment qu'est-ce qui se passe. T'es comme aveugle au pattern qui se passe dans le sport. Puis avec le temps, si tu pratiques assez, tu vas finir par comprendre, OK, quand la personne bouge de telle façon, ça va mener peut-être à telle affaire. Si je veux réussir à faire disons, manœuvre complexe, qui est une combinaison de, mettons, 50 affaires, ben je sais comment le faire, j'ai plus besoin d'y penser. Là. T'es plus dans le monde horizontal de OK, je bouge mon pied de telle façon, je bouge ma main de telle façon, etc. Là, à un moment donné, t'as un choix simple à faire. OK, je veux faire telle manœuvre, puis tu réussis à déployer ça dans le temps. Puis c'est pas quelque chose qui est complètement objectif, juste mathématique que tu aurais pu déduire d'avance. Là. C'est quelque chose, il fallait que tu le pratiques, que tu le fasses, puis ça va varier même, tu sais, dépendamment de t'es avec quel genre d'adversaire. Différents gyms peuvent avoir des techniques un peu différentes, mais donc il y a quelque chose, tu sais, quand même qui varie de personne en personne, puis ça a émergé dans des vrais groupes d'humains. Là. Mais de l'autre côté, c'est pas complètement subjectif. Là. Tu peux pas faire n'importe quoi. Il y a des contraintes réelles dans ces groupes-là qui vont faire que les choses marchent ou marchent pas. Fait que tu réussis, disons, à voir c'est quoi le bien du jujitsu, on peut dire. Si tu te soumets à ça, pendant assez longtemps, tu te soumets au bien du jujitsu, tu finis par le voir puis le maîtriser. Puis, disons, une fois que tu comprends que c'est vrai pour le jujitsu, tu peux comprendre comment ça s'applique à d'autres choses. Là. Comment, dans ta famille, par exemple, tu peux finir par voir c'est quoi les structures, disons, qui marchent puis qui marchent pas dans une famille. Puis, alors que, je sais pas, quand tu étais jeune, tu comprenais pas ce qui se passait dans ta famille. À un moment donné, t'es plus vieux, t'as ta propre famille, etc. Puis là, tu vois c'est quoi le bien de la famille. Puis c'est pas complètement subjectif, comme tu peux faire n'importe quoi sans marcher. Puis c'est pas complètement objectif. Il y a quand même des variations de famille en famille. Puis, donc, Oui, mais l'idée, c'est la maîtrise. Quand tu comprends c'est quoi la maîtrise, c'est là que tu saisis que c'est pas comme si tu fais. T'as pas besoin de concevoir que tu fais toujours la même chose parce que la maîtrise de quelque chose, c'est comme si tu maîtrises la raison. C'est peut-être la meilleure façon de le comprendre. Tu maîtrises la raison pour laquelle tu agis et donc, en fait, tu peux
être beaucoup plus flexible, en fait. Tu deviens plus flexible. Au début, il y a comme une contrainte, tu sais, quand tu apprends, un sport, au début, faut que tu disciplines, faut que tu aies une contrainte, mais une fois que tu maîtrises, bien là, ce qui arrive, c'est qu'en fait, tu peux devenir très lousse parce que toi, tu sais la raison pour laquelle tu fais, tu sais le but que tu essaies d'accomplir, puis tu es capable d'adapter tes gestes et tes mouvements aux différentes circonstances, tu sais. C'est un peu comme ça, moi, je pense que quand Saint Paul, il parle du chrétien comme étant libéré, disons, de la loi, tu sais, puis là, il dit si tu es en Christ, ben, tu es au-delà de la loi. Mais là, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire la loi. Ça ne veut pas dire que tu vas être contre la loi ou que tu vas faire des choses qui sont contre les lois. C'est plutôt que à cause que tu sais, tu sais, t'es dans le cœur, on pourrait dire. Puis là, à ce moment-là, tu as comme une sorte de liberté où tes actions vont refléter naturellement disons, la raison pour la loi dans les différents contextes. Tu sais. Parce que c'est la même chose avec tes enfants. Disons, quand avec tes enfants, ça ne sert à rien de juste avoir des règles. Tu sais. Oui, il faut que tu aies des règles, mais à un moment donné, quand tu comprends la raison pour les règles, ben, tu es capable après ça de faire des exceptions, d'avoir une sorte de flexibilité parce que tu réalises que c'est pas toujours en appliquant la règle à 100% que tu vas atteindre le but. Là. Je sais pas si ça a du sens. Hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ouais, c'est exactement ce qui me venait à l'esprit quand on était en train de discuter de ça. Parce que de base, quelqu'un avec une mentalité plus moderne, peut-être, si on lui dirait que la liberté, elle puisse se trouver dans la soumission à un principe plus élevé, il pourrait, il pourrait tenter de voir, OK, mais je vois pas comment je suis libre en faisant ça. C'est comme s'il y avait une intuition dans la liberté qui veut se séparer de toutes les contraintes. C'est comme s'il y avait une intuition là-dessus qui était que je veux m'exprimer à moi, qui est comme une expression de mon être qui veut ressortir. Et je peux comprendre que ces gens-là ne voient pas comment la soumission à un principe ne donne pas cette expression. Mais si on pense à la maîtrise, comme vous êtes en train de la dire vous-même, c'est comme si, comme tu disais, Jean-Philippe, on n'est pas en train d'obéir à des lois objectives quand on maîtrise le JJB, mais c'est plus comme si la raison ou le principe en lui-même naissait en nous et il s'incarne en nous. Je pense que de voir que le principe descend est né en nous, ça, ça amène cette intuition que les gens ont qui veulent s'exprimer à eux-mêmes. Et en voyant le principe naître en eux, il y a comme une vraie liberté qui ressort de là. Et, et je pense que c'est intéressant peut-être de voir un peu la généalogie intellectuelle de comment la notion moderne, si on prend par exemple Jean-Paul Sartre, qui voit la liberté comme étant l'existante précède l'essence. Donc c'est une sorte de euh, mais ce que vous disiez au début, c'est l'idée que je vais juste faire ce que je veux, j'ai pas envie d'être essentialisé, il y a aucune loi, aucun principe qui va m'ordonner, parce que s'il y a un principe qui m'ordonne, ça serait uniquement comme une tyrannie de lois extrinsèques qui sont imposées sur moi et j'aurais pas de liberté. Donc je fais ce que je veux et c'est ça ce qui me caractérise. Je pense que c'est intéressant de voir que cette notion de la liberté-là, elle répond peut-être à déjà une notion plus objective ou essentialiste de la liberté qui venait peut-être au début de l'ère moderniste, qui voyait plus comme l'homme libre, c'est celui qui est totalement autonome, qui sait se mettre ses propres lois à lui-même et qui les respecte objectivement. Donc je trouve que c'est intéressant de voir comment les deux extrêmes de la liberté, une, ce serait la liberté totalement peut-être comme Kant, peut-être, qui serait autodéterminé. Je m'autodétermine avec mes propres lois et mes propres raisons. Et en réponse à ça, on a comme le subjectivisme total. Et les deux, elles manquent quelque chose de la liberté. Et je pense que ce que tu disais, Jonathan, à propos du cœur, ça vient comme médier bien les deux extrêmes sans tomber dans aucun des pièges. Oui, mais je pense que en Occident, on a, tu sais, c'est toujours dommage de retourner au nominalisme, là. On fait toujours le geste, là, mais bon, on n'a comme pas totalement le choix. C'est-à-dire que quand tu arrêtes de croire en la réalité d'une hiérarchie de médiation de principes, là, tu sais, quand tu arrêtes de croire à ça, quand tu n'as pas l'impression qu'il y a vraiment une hiérarchie de principes moteurs qui font agir, là, tu sais, comment je veux dire, qui légifèrent la réalité ou qui c'est comme des moteurs d'action ou de motivation qui nous font agir. Mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu tombes dans le problème que tu as, c'est que tu crois que l'individu, la personne, elle existe en isolation, puis qu'elle a comme une sorte d'essence qui est totalement, qui lui appartient totalement, là, qui n'est pas du tout un dérivé de principes plus élevés. Puis là, ça crée ce problème-là, c'est-à-dire à ce moment-là, tout d'un coup, surtout vraiment dans la position nominaliste, bien là, quand tu perçois les structures intermédiaires, quand tu vois les structures qui régissent ton comportement ou qui régissent ton être, bien, tu les vois comme étant arbitraires parce qu'ils n'existent pas.
tu crois pas qu'ils existent, tu crois pas qu'ils sont réels. Fait qu'ils deviennent arbitraires, puis ils deviennent juste des modes ils deviennent des expressions de pouvoir, peut-être, de d'autres êtres. Parce que tu dis, OK, ben là, il y a d'autres êtres que eux, en fait, c'est juste l'expression de leur pouvoir sur moi qui manifestent ces contraintes-là sur mon comportement puis sur ma réalité. Et donc devient l'idée, comme tu dis, d'autodétermination, c'est-à-dire je dois pouvoir me libérer le plus possible de toutes ces contraintes-là pour découvrir mon vrai moi. Ça, c'est ça surtout là, depuis les années 60, là, découvrir mon vrai moi, découvrir une sorte de réalité cachée à l'intérieur de moi qui pourrait maintenant comme s'exprimer. Mais tu sais, c'est intéressant parce que là, maintenant, on a vu ce que ça donne. On a fait l'expérience. Puis, ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, quand les gens disent m'exprimer moi, ce que tu vois, c'est qu'en fait, c'est souvent parce qu'il y a d'autres choses qui les légifèrent. Il y a comme un désir ou il y a une obsession, il y a quelque chose qui est en fait infra-humain, là, qui est quelque chose qui est un aspect de l'être humain qui est en train de dominer sur la personne. Fait que, tu sais, c'est que le geste révolutionnaire, le geste de l'individu qui veut se libérer des contraintes supérieures, ce que tu réalises pas, c'est que ça se passe aussi à l'intérieur de toi. Tu le vois pas. Fait que là, tu as des aspects de toi qui veulent se libérer de la contrainte de ton être centralisé. Puis là, tout d'un coup, commence à s'exprimer comme quelque chose que je peux pas empêcher. Ah, tu sais, oui, j'ai laissé ma femme, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis tombé en amour avec elle. Tu sais, je peux pas l'empêcher, c'est moi. C'est comme, je sais que c'est moi, regarde, je sais parce que je suis tombé en amour avec l'autre. Fait que là, j'ai pas le choix. Là, tu sais, je suis moi-même, je suis mon propre, tu sais, je suis mon propre chemin. Là, puis là, j'ai dû laisser ma femme. Tu sais, t'entends ce genre de niaiserie-là tout le temps. Là. Tu sais, surtout dans le monde moderne, t'entends ce genre d'absurdité-là. Tu sais, puis je pense que c'est intéressant parce que là, on voit, on peut voir le résultat. On l'a eu, le résultat là, de Jean-Paul Sartre et pas juste lui, mais de Nietzsche, puis de espèce d'idée de l'autodétermination. Puis on voit que c'est pas possible. Puis c'est pour ça que l'ontologie chrétienne devient intéressante à se recouvrir puis de réaliser qu'en fait, tes pensées, tes désirs, c'est pas qu'ils sont mauvais en soi, mais tu ne dois pas les laisser gérer ton comportement parce qu'après ça, tu vas dans toutes sortes de directions. C'est pas pour rien qu'on a des crises de santé mentale en ce moment. C'est parce qu'on s'est vraiment trompé sur c'est quoi un être humain, puis c'est quoi c'est quoi le centre de l'être humain. Quand tu arrives maintenant à des. On en a un peu moins, nous, au Québec, mais aux États-Unis, puis surtout dans les pays anglophones, pour une raison difficile à totalement saisir. Là, quand tu te retrouves avec des enfants qui disent qu'ils sont des chats, puis qu'ils sont des. Parce que ils sentent quelque chose en eux. Mais là, c'est comme, on s'en fout. Ça, t'es un esclave de ça. Tu deviens un esclave de tes propres pensées, de tes propres désirs. Mmh. Ouais, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que, par exemple, moi, en tout cas, si je me rappelle de comment peut-être j'ai été introduit dans cette pensée, en tout cas, genre ma porte d'introduction à cette pensée, c'était vraiment intéressant. Je pense que je venais avec comme un idéal ou une notion de l'individu autonome. C'était, je pense, ancré en moi, peut-être juste parce que les structures politiques et communautaires, elles encouragent qu'on s'identifie avec cette idée que je suis un ego et je suis moi-même. Et c'est intéressant de voir que la première chose qui m'avait touché ou m'avait fait rentrer dans cette pensée, c'était les insights de la psychanalyse, par exemple, qui disaient que, oh, en fait, tu penses que tu te contrôles à toi-même, tu penses que tu es un individu autonome, mais en fait, il y a toutes ces choses inconscientes qui te contrôlent et qui te dominent. Et le fait de les nommer, peut-être ça a aidé à réaliser qu'en fait, non, j'étais pas autonome. Et ça casse un monde et ça t'aide peut-être à ouvrir la porte avec le temps à voir qu'en fait, il y a peut-être des principes plus élevés et tu ouvres un peu le. Mais c'est intéressant que la cassure et la multiplicité interne a vraiment brisé cette idée d'autonomie pour moi aussi, a commencé à ouvrir la porte à voir un peu plus où on peut y aller. Oui, mais c'est intéressant parce que dans la vision postmoderne, de l'être, il y a vraiment cette idée-là d'un être qui est décentralisé. Là, il y a, l'idée de la fluidité dans la théorie de genre. C'est vraiment
c'est vraiment la pointe de la pensée, disons, postmoderne, là, où l'être humain, en fait, est un être non centralisé et que la centralisation même de la personne, de l'individu, c'est une expression de la tyrannie, là, c'est un reflet de la tyrannie patriarcale dans la personne, puis qu'en fait, c'est mieux que l'être humain soit adaptif et fluide et constamment en changement, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste fascinant parce que ce qui arrive, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est que finalement, tu deviens un esclave qui bouge de maître en maître là, tu sais, à toutes les fois que tu changes ta fluidité, là, tu sais, tu te soumets à toutes sortes puis tu sais, puis c'est pour ça que les aspects de ce genre de pensée-là, ils sont facilement reconnaissables. En fait, c'est des uniformes. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui s'intéresse au sadomasochisme, c'est comme tu le vois tout de suite. Je sais de quoi ça a de l'air. Je sais de quoi ça a de l'air, le sadomasochisme. Je sais de quoi ça a de l'air, là, tu sais, les furries, c'est vraiment comme des uniformes, là. Il y a comme des petits uniformes qui dominent les gens. Puis là, tout d'un coup, les gens se soumettent à toutes sortes de principautés très, très, très basses, là. Puis ils sont pris par ça, tu sais. Ouais. Puis c'est quasiment impossible pour les gens modernes de comprendre qu'en fait, tu peux transcender tes désirs, puis que toutes les traditions de toutes les religions du monde depuis le début des temps ont l'idée qu'en fait, tu peux en effet participer dans des formes plus hautes, puis que tes désirs, tu n'es pas obligé de laisser tes désirs te maîtriser. Absolument pas, c'est absolument pas nécessaire. C'est grave, hein, parce que, tu sais, honnêtement, les gens vont en psychologie, vont en thérapie, puis ils se retrouvent avec des psychologues puis des thérapeutes qui croient à ça, qui croient, en fait, tu sais, je veux dire, ils croient qu'on est fait comme ça. Et donc, je sais même pas comment ils font pour les aider. Comment tu fais pour aider quelqu'un qui a de l'anxiété puis qui est complètement esclave de toutes sortes de contraintes tu sais, internes, externes, qui arrivent pas à savoir c'est qui son vrai maître puis de le servir? Comment ça pour l'aider? Ben, tu lui donnes des médicaments, là. Tu sais, il y a pas vraiment beaucoup de solutions parce que tu crois pas, en fait, que tu peux servir que tu peux servir des raisons plus élevées, puis que ce que ça va faire, c'est que ça va te libérer, tu sais. Puis ils conçoivent faire ça comme des répressions. Donc, si tu te soumets, disons, à l'idéal du mariage, puis tu es prête à contraindre tes désirs à l'idéal du mariage, bien, en fait, c'est une forme de répression. Ouais, et encore, ça revient vraiment à l'idée du nominalisme que tu disais avant, parce que c'est comme si cette vision que tout ordre ou tout maître, ça serait comme un patriarcat ou comme un ordre qui est imposé mécaniquement, pas intrinsèquement, mais de l'extérieur, qu'on nous impose et qui est arbitraire. Ça revient vraiment à l'idée du nominalisme que tu citais auparavant. Et on peut voir aussi que la solution à ces problèmes de multiplicité, ça serait pas revenir peut-être au début du modernisme où il y avait peut-être la, s'autodiscipliner par des idéaux qu'on se met tellement à nous, mais qui sont peut-être pas réels en vérité, mais puisqu'on est des hommes responsables et rationnels et matures, on va se les imposer nous-mêmes. Même ça n'a pas marché parce qu'on dirait que le fruit de ça, c'était la rébellion dont tu parles maintenant. Donc c'est intéressant de revenir à quelque chose avant le nominalisme qui met des identités en dessus de nous, qui nous aiment, pas qui sont juste extrinsèquement imposés. Et je pense, ouais, et ceux qui nous aiment, peut-être ça va être une hiérarchie vraie dans le monde, si c'est des personnes qui incarnent ces principes dans le monde. Ça serait vraiment intéressant. Non, mais je veux dire, puis c'est pas si loin que ça de nous parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça, une famille, c'est ça, là. Tu sais, une Ouais. famille, en théorie, Ouais. une famille fonctionnelle, c'est ça. Une famille fonctionnelle, c'est une hiérarchie d'amour, c'est-à-dire les parents aiment leurs enfants, mais aussi les parents essaient de discipliner leur enfant dans cet amour-là parce qu'ils veulent le mieux pour les enfants. Puis au début, les enfants, euh, tu sais, puis c'est ça qui est des fois qui est difficile pour les parents de gérer, c'est que les enfants, c'est normal qu'au début, ils comprennent pas. Ils comprennent pas la raison pour laquelle tu les obliges à ramasser leur chambre. T'sais, ils saisissent pas pourquoi tu leur dis non, tu peux pas t'habiller comme ça pour aller à l'école. Non, tu peux pas, tu peux pas faire ça. Puis c'est ça. Fait que c'est difficile parce que à cause de la pensée postmoderne, puis à cause de l'espèce de pensée révolutionnaire des gens, tu te retrouves avec des parents qui savent pas comment agir avec leurs enfants parce que ils ont l'impression qu'ils doivent laisser l'enfant juste faire ce qu'il veut puis s'exprimer. Mais en fait, une fois que tu sais, si par amour, tu arrives à discipliner tes enfants, mais ce qui va arriver, c'est que tes enfants vont être vraiment libres. Ça, c'est pas des blagues, hein? Tu sais, parce que moi, je le vois, tu sais,
je vois la différence, disons, quand tu es dans une famille où il y a une certaine discipline, puis disons que tu es assis à la table avec des enfants, les enfants sont disciplinés, euh, tu sais, il y a vraiment une liberté, c'est-à-dire il y a un échange respectueux. Les enfants peuvent apprendre des choses, ils peuvent aussi exprimer leurs pensées, ils arrivent à échanger avec des adultes. Il y a comme une sorte tu sais, il y a comme un jeu qui se fait qui est très organique, mais quand tu as des enfants qui sont non disciplinés à une table, c'est insupportable. Tu veux juste t'en aller, là, tu sais, parce que l'enfant prend toute la place, parce que l'enfant, il crie, il se lève debout, tu sais, il fait le chaos et tout. Puis là, ça fait qu'on est l'esclave de cet enfant-là. Tout le monde maintenant est un esclave de cet enfant-là. Puis là, tu te dis, ben moi, j'aime pas la hiérarchie, tu sais, j'aime pas le patriarcat et tout, mais c'est ça. Ben là, maintenant, tu es esclave de ton enfant. Puis, tu sais, ça, c'est sérieux, c'est vraiment sérieux parce que ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, les parents commencent à détester leurs propres enfants, là. Parce qu'ils ils sont devenus esclaves de leur enfant. Puis là, maintenant, à un moment donné, il y a comme une animosité secrète qui se développe, qui se développe, qui se développe, tu sais, mais c'est pas super. C'est drôle à quel Ouais. point tu es allé dans cette direction-là, mais ça me donne envie de repousser un peu plus loin la généalogie aussi, là. Tu sais, j'avais parlé de ça avec Georges, puis peut-être Georges pourrait nous le résumer, là. Comment les Grecs, eux, voyaient ça, la liberté? C'est quoi la place de l'humain versus Dieu, puis dans les hiérarchies, etc.? Ouais, on avait discuté de ça, c'était intéressant parce que je lisais en fait un livre de D.C. Chandler qui s'intéresse vraiment à la pensée antique grecque et à spécifiquement voir sa différence avec le christianisme. Donc, il est vraiment intéressé à voir qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que le christianisme a pris de chez les Grecs, mais qu'est-ce qu'il a révolutionné un peu en un certain sens. Et on discutait du sens. En tout cas, lui, une des choses qu'il voit qui change de chez les Grecs et chez les chrétiens, ça serait que chez les Grecs, on a vraiment cette notion que ce qui nous lie au principe, c'est l'éros. Donc, c'est comme une attraction envers le principe plus élevé qui se présente à nous comme une sorte de manque qui nous attire de plus en plus vers la beauté et vers le premier principe. Et il mentionne que c'est vraiment intéressant comment c'est mentionné. Il n'y a pas vraiment une notion de personne. Genre, c'est plus, c'est plus vu en termes naturels. Il n'y a pas vraiment l'idée que le cœur d'une personne fait un choix envers le bien, mais c'est plus une attraction. C'est pour ça que peut-être on peut parfois avoir des connotations avec la théomanie. Il y a comme une extasie qui est souvent associée avec l'expérience mystique chez les Grecs, par exemple. Lui, il trouvait que, par exemple, la relation avec le principe ou avec Dieu dans la tradition chrétienne, elle amène aussi l'idée de l'obéissance ou l'idée du consentement à s'en aller vers le haut. Donc lui, il utilise vraiment une phrase qui a vraiment marqué, c'était erotic obedience, donc une obéissance qui t'attire en même temps. Il trouvait que le fait que chez les chrétiens, c'est une personne qui répond à une personne, donc c'est vraiment intersubjectif, ça fait qu'il y a comme une attraction, mais aussi un consentement volontaire d'être attiré et de s'en aller vers ce qui est bon. Et je trouve que l'ajout de la personne, en fait, le cœur, je pense que le cœur et la personne, ça serait peut-être ce que les chrétiens ajoutent à peut-être juste un phénomène plus naturel chez les Grecs, qui n'est pas déterministe, mais qui est quand même, qui manque un aspect intéressant que peut-être les Juifs et les chrétiens ont amené. Oui, c'est vrai que c'est fascinant parce que d'un côté, tu as deux aspects. En tout cas, moi, quand je vois, disons, la façon dont les Grecs présentaient leur vision, tu as en effet cette côté-là, l'espèce de côté, l'espèce d'attraction. Mais il y a aussi une sorte de tyrannie, tu sais. C'est-à-dire les Grecs qui disaient qu'ils étaient les jouets des dieux, là. Hein? Ouais. Tu sais, on n'a pas le choix, là, tu sais, on se fait chambarder de tous les côtés par les principes, tu sais. D'un côté, ils nous attirent, mais de l'autre côté, ils nous violent, tu sais. Ouais. Des Zeus, c'est pas, Zeus, c'est pas le dieu des chrétiens, en tout cas. Tu sais, de Ouais. la façon qu'il agit, c'est pas le dieu des chrétiens. Tandis que, comme tu dis, dans l'Annonciation, on voit vraiment un appel au consentement de la personne. Puis il y a aussi exactement, je pense, dans l'Annonciation, tu as vraiment l'image la plus parfaite de cette relation-là, où d'un côté, il y a comme une sorte de soumission, il y a un aspect de la liberté de la personne qui a la capacité de dire oui à l'appel, tu sais, de Dieu, qui veut utiliser le corps de la personne comme un véhicule pour sa puissance, puis que puis ça transforme. Tu sais, ça transforme la personne. Puis c'est pour ça aussi, tu sais, que même, surtout dans la tradition catholique et orthodoxe, on voit la Vierge comme un exemple d'un être transformé, comme d'un être défié, parce que elle a dit oui, tu sais, puis elle a participé fait que c'est intéressant parce qu'en effet, c'est pas qu'on croit pas à l'extase, tu sais, on a vraiment une image
que l'être humain est appelé à une sorte d'extase, mais c'est pas la c'est ça, c'est comme une extase qui est modérée par une sorte de consentement puis une participation, tu sais. Ce que je trouve fascinant dans cette généalogie-là, c'est qu'on dirait qu'on est un peu un miroir des Grecs, là, présentement, parce que disons, c'est comme si les Grecs, eux, il y avait juste le top-down. Il y avait juste comment, disons, la création émane des dieux, puis toi, les humains, on n'a pas de choix, là. Comme le reste de la création, là, il n'y a pas l'aspect de la Terre qui émerge vers le ciel, là. C'est juste comme ça ruisselle du haut vers le bas. Puis nous, on n'a pas de rôle positif à jouer à essayer disons, d'accepter de consentir à monter dans des structures plus élevées. Ça fait juste comme arriver. Mais dans le christianisme, on donne une place à la terre, au corps, au féminin, etc. Puis ça fait qu'il y a un genre de notion de choix qui arrive quand même, là, où on peut comme accepter de participer à des choses plus élevées. Là, on se fait pas juste imposer comme chez les Grecs. Mais après ça, je serais curieux de voir ce que tu en penses, mais ça devient comme, je sais pas, historiquement pas surprenant. Je sais pas si je dirais que c'est inévitable, mais ça devient comme pas surprenant qu'on va finir par aller vers le nominalisme puis même le matérialisme, là, ou des gens qui focus tellement sur le niveau de la Terre, là, le niveau des choix que nous, on a, puis faire l'inverse de ce que les Grecs Ouais, faisaient. ouais. Ah, c'est intéressant comme idée, hein? C'est vrai que c'est fascinant comme idée que de toute façon, c'est un peu un peu une sorte d'expression de la rébellion de la Terre, on pourrait dire, comme si, tu sais, il faut que la Terre se rebelle contre. Mais tu sais, on voit ça dans on voit dans la mythologie grecque aussi, là, il y a cette image-là. Là. Tu sais, je rappelle toujours l'histoire de la théogonie d'Hésiode. Là, tu sais, dans la théogonie, c'est une image de la Terre qui se révolte contre le ciel. Là. C'est ça la structure de cette de cette histoire-là. Fait que je pense qu'il y a quand même un peu, il y a quelque chose, tu sais, c'est comme si il y a un jeu entre les deux. Tu sais, le christianisme, il a créé une sorte de synergie, tu sais, que c'est comme une sorte de participation. Il y avait sûrement des ombres de ça dans certains des penseurs grecs, surtout les néoplatoniciens. Là, tu vois une sorte d'ombre dans ça peut-être un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a comme une relation entre les deux. C'est-à-dire, tu sais, pense à l'histoire de la Gorgone, par exemple. Tu sais, l'histoire de la Gorgone, c'est un bon exemple où, tu sais, la Gorgone, c'est un monstre, tu sais, féminin qui est comme un monstre de chaos, tu sais, avec les serpents, puis qui est tellement chaotique qu'elle est capable de figer le masculin, tu sais, elle est capable finalement de le figer. Mais tu sais, la raison pour laquelle elle est la Gorgone, c'est parce qu'elle a été violée, tu sais. C'est-à-dire, c'est le viol qui l'a comme transformé, qui l'a comme rendu amer, puis qui a fait que maintenant, elle se révolte contre le ciel. Fait qu'il y a une relation entre la tyrannie, on pourrait dire, puis la rébellion. Tu sais, il y a comme euh, il y a une relation entre l'excès, on pourrait dire, d'une sorte des sortes de structures top-down, tu sais, de haut en bas, puis une sorte on pourrait dire d'une résistance qui vient d'en bas aussi. Là. Fait que, tu sais, il y a quelque chose à penser à ça. Là. Tu sais, quand souvent on parle du monde moderne, du monde moderne comme étant un mouvement dans les deux extrêmes, là. Tu sais, un mouvement vers l'individualité totalement, comment je pourrais dire, isolé, là, tu sais, isolé des autres puis isolé de toutes les règles, mais en même temps, quand tu regardes en pratique ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde contrôlé comme qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Là. Ouais. Puis comme tu disais, on essaie de se libérer de toutes les structures plus élevées, mais on semble pas être moins soumis à des dieux que les Grecs l'étaient vraiment, là. Tu sais, en essayant de se libérer de tout, les gens tombent victimes de pulsions dont ils sont juste pas conscients. Au moins, Ouais, les Grecs avaient l'air d'être conscients de ce qui se passait. ouais, il y avait au moins une façon de donner des propitiations à ces différentes forces-là, là, tandis que nous, on fait juste prendre des médicaments. Très bien. Ça fait le tour des choses que j'avais en tête, là. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre que vous vouliez ajouter, les gars. Moi, je pense que je suis bien. Parfait. Oui, moi, je pense qu'on a fait le tour. Puis, tu sais, c'est sûr que tu sais, on fait face
on fait face, comment je peux dire, on confronte beaucoup la façon de penser moderne. C'est des changements qui sont difficiles à faire dans notre pensée. Puis, tu sais, je dirais que c'est difficile pour moi autant que pour n'importe qui. Tu sais, je peux comprendre la théorie, mais tu sais, en pratique, je suis encore une génération X, tu sais, un peu punk, un peu, tu sais. Fait que, tu sais, nos habitudes naturelles sont d'aller vers les structures qui nous ont été léguées, tu sais. Mais je pense qu'au moins comprendre le problème, c'est déjà un début. Puis ça peut nous aider à développer tranquillement les disciplines qui peuvent nous aider à atteindre une vraie liberté, là. Tu sais, déjà de penser, tu sais, comme on dit, comme tu sais, on a la théologie mystique orthodoxe, déjà de comprendre que tes pensées, c'est pas toi, là. Tu sais, c'est difficile à faire, mais au moins de savoir que c'est pas parce que tu as une pensée à l'intérieur de toi que ça comprend la totalité de toi. Tu sais, tu peux juste la laisser aller, en fait. Tu sais, tu peux juste pas t'accrocher, tu sais, tu peux juste la laisser passer. Tu sais, c'est ça des tentations. Puis de réaliser que c'est pas parce qu'il y a une pensée qui se manifeste à l'intérieur de toi que c'est toi. Tu sais, c'est déjà ça, c'est beaucoup, là. C'est dur à faire, mais déjà ça, c'est beaucoup. Parfait. Ouais. Bon, ben, tu dire quelque chose, Georges? Non, je résonne beaucoup avec ce que tu disais. Déjà, en tant que Gen Z, c'est encore plus ancré dans mon être, j'imagine. Et, et ouais, ce que tu disais à propos de la reconnaissance des pensées, c'est aussi vraiment ce que je trouvais c'était peut-être le début de reconnaître ça. C'était vraiment une façon de le faire et aussi de reconnaître que le mal-être, parce que ça serait un dernier point peut-être. Le mal-être qu'on ressent, souvent tu parlais d'une génération qui part souvent en psychothérapie, par exemple. Le problème, c'est que le mal-être associé est rarement mis en relation avec le fait qu'on est en train de suivre plusieurs petits désirs. Il y a rarement une relation entre ce mal-être et cette dépression généralisée et le fait qu'on fait cette multiplicité. Donc faire ce lien entre ces deux choses-là, je pense que ça peut aider à ne pas avoir une outlook nihiliste de la vie, mais comprendre plutôt qu'on souffre de servitude à des principes étrangers. Parfait. Ouais, sur ce, merci beaucoup, Georges. Merci, Jonathan. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se reverra dans quelques semaines.